Personne n'est allé au mariage de cette femme, parce qu'elle a choisi d'épouser un homme pauvre et sale, porteur de sac. Mais quand la véritable identité de cet homme a été révélée, tout le village est tombé à ses pieds. Adan a grandi en entendant qu'un bon mariage garantissait une vie facile. Sa mère le disait tout le temps, ses tantes réaffirmaient cette idée à chaque réunion de famille, et même les femmes les plus âgées du village la regardaient avec ce regard de quelqu'un qui connaît déjà la fin de l'histoire. « Une jolie fille comme vous ne peut pas gâcher ses meilleures années avec n'importe qui », disait-il, comme si l'amour était un détail mineur, quelque chose qui pouvait être échangé contre de la stabilité et du confort. Mais Adan ne le pensait pas. Je n'y avais jamais pensé. Depuis qu'elle était petite, Adan regardait les mariages autour d'elle et sentait que quelque chose n'allait pas. Les gens parlaient d'alliances, de statuts, de familles se réunissant pour former des liens plus profitables, mais ils ne parlaient presque jamais d'amour. Elle voyait des femmes vêtues de vêtements coûteux, couvertes de bijoux, assises sur des balcons luxueux, mais les yeux lointains, perdus dans une tristesse silencieuse. J'ai vu des maris qui parlèrent de leurs femmes comme si elles faisaient partie de leurs biens, comme s'ils avaient acheté du bétail de valeur et étaient désormais propriétaires de leur existence. Tu ne voulais pas ça pour toi. Je ne voulais pas être un autre nom sur un contrat, une femme respectée simplement parce qu'elle était l'épouse de quelqu'un. Elle en voulait plus. Le problème était que le dire à voix haute provoquait toujours des rires. Ses amis la regardaient comme si elle était une rêveuse naïve. Ils s'habillaient avec soin, portaient les meilleurs vêtements qu'ils pouvaient se permettre et passaient des heures à apprendre à danser et à se comporter pour attirer un bon prétendant. Le secret est dans la façon dont on sourit, dit l'un d'eux. Si vous souriez trop, cela semble facile. Si vous souriez trop peu, cela semble arrogant. Il faut sourire de la bonne manière, au bon moment. Pour Adan, tout cela semblait être un acte fatigant, un jeu dont les règles étaient injustes dès le début. « Ah, Adan, tu dis ça maintenant, mais attends qu'un marchand plein d'argent s'agenouille devant toi avec un collier en or. Je veux voir si tu vas encore parler d'amour, » dit l'un d'eux en riant, tandis que les autres acquiesçaient avec des hochements de tête ludiques. Elle sourit aussi, mais le nœud dans sa poitrine se resserra. Ce n'était pas un idiot. Je savais que le monde ne tournait pas autour de jolis rêves. Je savais que l'argent résolvait les problèmes, mettait de la nourriture sur la table, apportait confort et sécurité. Mais je savais aussi qu'une vie sans amour pouvait être un désert froid, un fardeau trop lourd à porter. J'avais vu des femmes qui n'avaient jamais eu à se soucier du prix du riz ou du tissu de leur robe, mais qui semblaient quand même étouffées dans leur propre maison. Des femmes qui avaient tout sauf le bonheur. Son père, homme sérieux et pratique, commençait à perdre patience face à ses refus. Les années passaient et elle continuait de rejeter les propositions que toute fille sensée accepterait sans hésitation. « Tu penses que l'amour te remplit le ventre, ma fille ?» grommela-t-il, en croisant les bras et en la regardant comme s'il essayait de comprendre où il s'était trompé. « Il faut être pratique. Le mariage est une alliance. Il faut penser à l'avenir, à la sécurité. » Adan a compris ce qu'il voulait dire. Mais la sécurité ne suffisait pas. Elle en voulait plus. Elle voulait quelqu'un qui la ferait rire dans les jours difficiles, qui la considérerait non pas comme un trophée, mais comme une partenaire. Elle voulait quelqu'un qui la considérait vraiment, pas seulement comme la fille d'un homme respecté ou comme une femme belle et instruite. Elle voulait un amour réel. Et même si personne n'y croyait, elle était prête à attendre. Même si cela impliquait de marcher seule, tandis que tous les autres suivaient le chemin que la société attendait d'eux. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui semblait aller à l'encontre de tout ce que vous attendiez d'eux? Quelqu'un qui ne rentrait pas dans le moule, mais qui avait quelque chose de spécial? Adan le ressent dans son cœur et croyez-moi, son choix va bouleverser sa vie. Commentez ici si vous préférez l'amour ou la sécurité. Et abonnez-vous et aimez la vidéo pour continuer à suivre des histoires comme celle-ci qui défient le destin, les idées préconçues et même les plus sceptiques. Au milieu de l'agitation du marché, parmi les cris des vendeurs et le bruit des charrettes qui allaient et venaient, il y avait un homme que personne ne voulait remarquer. Udo traversait les couloirs exigus, portant de lourds sacs sur ses épaules, ses mains calleuses se tenant fermement pour que rien ne tombe. Ses vêtements étaient toujours sales, tachés de poussière et de sueur, et l'odeur du travail acharné imprégnait sa peau. Personne ne s'est approché trop près. Quand il passait, les gens s'éloignaient comme s'il portait quelque chose de contagieux. Les marchands ne lui parlaient qu'en cas de nécessité, uniquement pour lui donner des ordres ou jeter quelques pièces par terre en guise de paiement. Il se penchait,
ramassait les pièces sans se plaindre et passait à la tâche suivante. C'était comme s'il était invisible, sauf dans les moments où quelqu'un avait besoin de lui pour porter quelque chose. Dans le village, Udo avait déjà de nombreux noms, mais aucun n'était bon. On l'appelait le sale, le puant, le poids mort, et le plus cruel de tous, celui qui ne vaudra jamais rien. Il n'a jamais répondu. Elle a gardé la tête baissée, a fait ce qu'elle avait à faire et s'est éloignée sans regarder personne. Peut-être parce que j'y étais habitué, peut-être parce que je savais que si j'essayais de discuter, leurs paroles deviendraient encore pires. La vérité est que pour ces gens-là, il n'était rien d'autre qu'un porteur sans histoire, sans passé et sans avenir. Les journées d'Udo étaient toujours les mêmes. Il arrivait au marché tôt, avant le lever du soleil, et commençait à charger des sacs de riz, de haricots, de maïs, tout ce qu'il y avait à transporter. Il a passé toute la journée à se pencher, à s'efforcer, à sentir ses muscles brûler, jusqu'à ce que son corps implore du repos. Mais le repos n'était pas quelque chose qu'il pouvait se permettre. Plus vous transportiez de sacs, plus vous auriez de pièces de monnaie à la fin de la journée, ce qui signifiait un bol de nourriture chaude et un coin pour dormir. Et c'était tout ce qui comptait. Personne ne savait où il habitait. Certains disaient qu'il dormait au fond du marché, d'autres juraient l'avoir vu se terrer dans une vieille cabane à la périphérie du village. Mais personne ne se souciait vraiment de découvrir la vérité. Après tout, pourquoi perdre du temps avec un homme qui ne semblait même pas avoir de but? Il n'avait pas d'amis, on ne le voyait jamais parler à personne, il n'allait pas aux fêtes de village, il ne participait pas aux cérémonies, il ne faisait pas partie de la vie des gens. Il existait, mais il était comme un fantôme, une figure qui passait en portant de lourds fardeaux, tant sur ses épaules que dans son âme. Et ainsi les jours se répétaient, les uns comme les autres, sans changement, sans attente. C'est du moins ce que pensait Udo, parce que le destin aime souvent jouer avec ceux qui ont déjà renoncé à attendre quoi que ce soit de la vie. Et dans ce marché où tout le monde faisait semblant de ne pas le voir, il y avait une personne qui le voyait réellement. Sauf qu'Udo ne le savait pas encore. La journée était chaude, du genre où l'air était lourd sur les épaules et où le sol en terre battue du marché soulevait la poussière à chaque pas. Adan marchait entre les étals, sentant la forte odeur des épices mêlées aux fruits mûrs et aux poissons salés. Elle était habituée au bruit, aux voix qui se chevauchèrent dans une confusion d'offres et de négociations, mais à ce moment-là, un son se fit entendre dans le chaos, un rire bruyant et méprisant. Elle se retourna et vit la scène qui lui retourna l'estomac. Un gros marchand en sueur tenait un sac vide dans ses mains, regardant un homme agenouillé devant lui. Udo, le chargeur que tout le monde faisait, semblant de ne pas voir. Le marchand jeta quelques pièces par terre, et le ricanement qu'il lança ensuite fit sentir à Adan une vague d'indignation monter dans sa poitrine. « Prends-le, allez, récupère tes miettes, sale homme !» dit le marchand, en croisant les bras et en attendant de voir si Udo obéirait. Il hésita un instant. Peut-être essayait-il de décider s'il valait la peine de se soumettre à cette humiliation supplémentaire ou s'il ferait simplement demi-tour et laisserait l'argent là. Mais Adan l'a remarqué. La façon dont ses doigts étaient serrés, comme s'il combattait quelque chose en lui. Ce n'était pas de la fierté, c'était la faim. C'était la différence entre manger ou passer une autre nuit l'estomac vide. Elle attendait que quelqu'un fasse quelque chose, que quelqu'un dise aux commerçants que c'était cruel, que personne ne méritait d'être traité comme ça. Mais personne n'a rien dit. Certaines personnes ont ri, d'autres ont simplement continué à marcher, comme si c'était normal, comme si Udo n'était pas un être humain. Avant qu'elle puisse s'en empêcher, Adan a agi. Il fit un pas en avant et se pencha pour ramasser les pièces par terre. Le marchand la regardait, les sourcils froncés, surpris, et les quelques personnes qui observaient encore la scène murmuraient entre elles, intriguées par cette attitude inattendue. Elle se leva et tendit les pièces à Udo. Il n'a pas bougé. Ses yeux sombres la regardaient avec quelque chose qu'elle ne pouvait pas immédiatement expliquer. Ce n'était pas seulement une surprise. C'était comme si personne n'avait fait ça pour lui auparavant, et il ne savait pas exactement comment réagir. « Avez-vous faim ?» La question s'échappa de ses lèvres sans qu'il y réfléchisse beaucoup. Il cligna des yeux avec hésitation, puis hocha légèrement la tête, presque comme s'il était gêné de l'admettre. Sans attendre autre chose, Adan se tourna et se dirigea vers l'un des stands de nourriture, achetant une miche de pain et une gourde d'eau propre. Lorsqu'il revint,
Il vit qu'Udo se tenait toujours au même endroit, comme s'il essayait toujours de comprendre ce qui venait de se passer. Elle lui tendit la nourriture. Pendant une seconde, il regarda ses propres mains, comme s'il pensait qu'il ne devrait pas l'accepter. Mais au final, ça a collé. Il ne dit rien, se contenta de hocher à nouveau la tête avant de commencer à manger lentement, avec un calme qui ne convainquit personne. Adan savait qu'à l'intérieur, il voulait tout dévorer d'un coup. Le marchand renifla en roulant les yeux. « Tu jettes ta compassion à la poubelle, ma fille. Les gens comme lui ne sortent jamais de la boue. » Mais Adan ne le regardait même pas. Ses yeux étaient fixés sur Udo, et il évitait de la regarder directement, comme s'il ne savait pas s'il devait la remercier ou simplement disparaître. Ce moment n'a duré que quelques minutes. Un morceau de pain et un peu d'eau ne semblaient pas grand-chose. Mais pour Udo, c'était quelque chose qu'il n'avait jamais reçu auparavant, le respect. Et Adan ne pouvait pas expliquer pourquoi, mais elle sentait à ce moment-là que l'homme que tout le monde méprisait avait encore une histoire que personne ne connaissait. Et d'une manière ou d'une autre, elle voulait le découvrir. Pensez-vous qu'Adan a fait la bonne chose? Commentez-la. Le respect est important. Donc, je sais que comme Adan, vous êtes révolté par cette humiliation. Après cette journée au marché, Adan ne parvenait pas à se sortir Udo de la tête. Ce n'était pas seulement à cause de l'humiliation qu'il avait subie, car cela, malheureusement, elle le savait, arrivait toujours. C'était quelque chose au-delà de ça. La façon dont il regardait les gens, comme s'il s'attendait à être traité de cette façon. La façon dont il tenait la nourriture qu'elle lui donnait, avec des doigts prudents, comme s'il n'était pas habitué à recevoir quoi que ce soit, sans avoir à se battre pour l'obtenir. Il y avait quelque chose chez lui qui l'intriguait. Au cours des jours suivants, elle a commencé à le surveiller davantage, non pas par pitié, mais parce que je sentais qu'il y avait là plus que ce que les gens voyaient. Udo n'a jamais dit grand-chose, mais Adan a remarqué de petits détails que les autres ont ignorés. Il avait un regard attentif, comme s'il analysait toujours le monde qui l'entourait. Il travaillait avec précision, sans gaspiller d'énergie, comme quelqu'un qui aurait appris à survivre, sans attirer l'attention. Mais ce qui l'impressionnait le plus, c'était quelque chose d'inattendu. Il savait compter. Et dites-le bien, un jour, elle l'a vu se disputer avec un commerçant au sujet d'un mauvais paiement. L'homme a tenté de le tromper, prétendant qu'il lui avait donné plus que ce qu'il devait. Adan s'attendait déjà à ce qu'Udo baisse la tête et accepte, comme il le faisait toujours, mais à sa grande surprise, il répondit calmement. « Non, monsieur, c'était 5 sacs de maïs, 2 de riz et 1 de haricots. Vous m'avez payé 3 pièces de moins. » Le marchand rit, amusé par cette audace. « Et depuis quand un sale type comme toi sait faire des maths ?» Mais Udo n'a pas hésité. « J'ai juste attendu. » Finalement, le marchand, toujours en riant, jeta les pièces supplémentaires par terre, comme il le faisait toujours. Udo les prit sans rien dire et continua son chemin. Mais Adan vit la lueur discrète dans ses yeux. Il savait qu'il avait raison, et cela suffisait. À partir de ce jour, elle a commencé à lui parler chaque fois qu'elle le voyait. Au début, ce n'était que de rapides salutations. Ensuite, petites conversations, des questions simples et sans poids. « Avez-vous toujours travaillé sur le marché ?» Il hésita avant de répondre, comme s'il avait peur de dire quoi que ce soit sur lui-même. « Pas toujours. » Et c'était tout. Mais, petit à petit, les réponses se sont allongées. Adan a découvert qu'il savait beaucoup de choses qu'un simple porteur ne devrait pas savoir. Il a parlé des différents types de céréales et de la manière dont elles doivent être stockées, afin qu'elles ne pourrissent pas rapidement. Je savais reconnaître un bon tissu au simple toucher. Et un jour, alors qu'un scribe passait devant le marché et vendait des parchemins, Adan remarqua qu'Udo les regardait avec un intérêt qui semblait déplacé chez un homme que tout le village considérait comme ignorant. Adan ne comprenait pas. Comment quelqu'un qui passait ses journées à porter des sacs et à dormir dans tous les coins du village pouvait-il en savoir autant sur des choses qu'un homme ordinaire ne devrait pas savoir? Il ne s'agissait pas seulement de compter les pièces de monnaie avec précision ou de reconnaître un tissu de qualité d'un simple toucher. Il y avait quelque chose dans la façon dont il observait le monde qui l'entourait, comme s'il analysait, absorbait, traitait toujours chaque détail. Parfois, quand il pensait que personne ne le regardait, Adan remarquait ses yeux errants sur les étals du marché, non seulement vers ceux qui s'y vendaient, mais vers les conversations, les gestes des gens, les symboles gravés sur les parchemins que certains marchands rapportèrent de pays lointains. Et le plus étrange, c'est que chaque fois qu'elle l'interrogeait sur quelque chose,
Il hésitait. Udo n'aimait pas parler de lui. Au début, ses réponses furent courtes, presque sèches, comme s'il ne voulait pas lui laisser l'espace nécessaire pour poser d'autres questions. Mais avec le temps, quelque chose a changé. Les conversations ont commencé à se dérouler plus naturellement. Il ne lui répondait plus par un simple hochement de tête ou un « oui » hâtif. Il a commencé à parler davantage. Il choisissait toujours ses mots avec soin, comme quelqu'un qui mesure chaque pas avant d'avancer, mais il parlait. Et plus encore, il a commencé à demander. Ce n'étaient bon pas des questions directes, mais elles étaient là, subtiles, déguisées au milieu de la conversation. Il voulait en savoir plus sur sa famille, sur ce que c'était que de grandir entouré de gens qui attendaient tant d'elle. Il voulait comprendre pourquoi elle, parmi tous les habitants du village, avait décidé de le regarder différemment. Et puis un jour, quelque chose d'inattendu s'est produit. Adan a fait une blague à propos d'un commerçant qui oubliait toujours les prix de ses propres produits, quelque chose de simple dont tout le monde se moquerait sans y réfléchir à deux fois. Et c'est à ce moment-là qu'elle l'a vu. Ce fut rapide, presque imperceptible. Mais c'est arrivé. Le coin de la bouche d'Udo se souleva, formant un sourire timide, le premier qu'elle ait jamais vu sur lui. Cela n'a pas duré plus de quelques secondes, mais c'était suffisant pour qu'Adan ressente quelque chose de différent dans sa poitrine. Quelque chose de chaud, quelque chose qui faisait battre son cœur un peu plus vite. Elle ne pouvait pas expliquer ce que c'était, mais elle savait qu'elle aimait ça. « J'aimerais vous voir vous détendre, ne serait-ce que pour un bref instant. J'ai aimé savoir que l'espace d'un instant, il s'est permis de ressentir quelque chose au-delà du poids de son travail et de la solitude qu'il portait au quotidien. Et c'est à ce moment-là qu'elle réalisa que ce n'était plus seulement la curiosité qui lui donnait envie de lui parler. Ce n'était pas seulement le désir de comprendre son histoire ou de découvrir pourquoi il se cachait autant. C'était quelque chose de plus profond, quelque chose qui lui donnait envie d'être proche. Le problème était que le village commençait également à le remarquer. Au début, ce n'était que des regards rapides et discrets. Puis vinrent les murmures, les expressions de désapprobation, les sourires moqueurs. Les gens trouvaient étrange qu'Adan, fille d'une famille respectable, soit si proche d'un homme comme Udo. Cela n'avait aucun sens pour eux. Pour le village, Udo n'était qu'un porteur de sac, un homme sale, sans nom et sans valeur. Et Adan ternissait sa propre réputation en se rapprochant de lui. Mais ce que personne ne savait, c'est qu'elle avait déjà pris sa décision. Elle ne se souciait pas des regards obliques, des commérages ou du jugement de ceux qui ne prenaient même pas la peine de voir Udo au-delà de la saleté et des vêtements usés. Quelque chose en elle lui disait qu'il y avait bien plus là-bas, quelque chose que personne ne voyait. Et Adan était prête à le découvrir, même si cela impliquait de défier tout ce qu'ils attendaient d'elle. Au début, ce n'était que de rapides regards. Adan remarquait lorsqu'elle traversait le marché avec Udo à ses côtés, lorsque les marchands baissaient la voix, lorsqu'ils les voyaient parler, lorsque les femmes plus âgées échangeaient des sourires en coin, comme si elles savaient quelque chose qu'elle ignorait. Je m'en fichais. Ils pensaient que c'était juste de la curiosité, qu'ils allaient bientôt se lasser et trouver un autre sujet à diffuser dans le village. Mais c'est en sous-estimant le besoin des gens de parler de la vie des autres qu'Adan a réalisé à quelle vitesse les choses pouvaient changer. Les chuchotements commencèrent à gagner en force. Ce n'étaient plus seulement des regards discrets, mais des mots murmurés, des commentaires tranchants qui parvenaient à ses oreilles, même lorsqu'elle essayait de les ignorer. La fille du commerçant parle à un porteur de sac. Est-elle devenue folle? Que voit-elle en lui? Est-elle enchantée? Quelle honte pour la famille! Adan fit semblant de ne pas entendre, mais les mots la hantaient comme des épines dans le vent. Ses amis furent les premiers à la confronter, pas de manière agressive, mais avec ce ton moqueur qui faisait plus mal qu'une gifle. Ils rirent à son arrivée, échangèrent des regards complices et attendirent qu'elle lui demande pourquoi. Lorsqu'il a finalement demandé, l'un d'eux a souri et a dit « Oh, Adan, je ne savais pas que tu aimais marcher dans la boue. » Un autre a ajouté « Est-ce qu'il sait même utiliser une fourchette ou est-ce que vous lui apprenez ça aussi ?» Des rires suivirent, mais Adan ne trouva pas ça drôle. Elle essaya d'argumenter, d'expliquer qu'Udo n'était pas ce qu'il pensait, qu'il était différent, mais c'était comme parler à un mur. « Vous ne pouvez pas être sérieux, » dit l'une d'elles en croisant les bras. « Vous pouvez avoir n'importe quel homme dans ce village, de vrais hommes, avec de l'argent, avec un nom, avec quelque chose à offrir, et vous le choisissez ?» Le regard de mépris qu'il reçut fut pire que n'importe quelle insulte,
comme si elle était devenue quelqu'un d'inférieur, simplement parce qu'elle avait vu quelque chose que personne d'autre n'avait vu. Mais si ses amis riaient, sa famille ne trouvait pas ça drôle. Le jour où son père l'a découvert était un jour qu'elle n'oublierait jamais. Il ne le savait pas d'après ses lèvres. Je l'ai découvert dans les rues, dans les chuchotements qui se sont multipliés jusqu'à devenir un cri. Quand Adan arriva à la maison, la fureur dans ses yeux l'attendait déjà. « Est-ce vrai ?» demanda-t-il d'une voix ferme, basse, retenant sa colère comme quelqu'un retient un animal sauvage sur le point d'attaquer. « Es-tu vraiment descendu à ce niveau ?» Elle a essayé de s'expliquer, mais il n'a pas voulu écouter. Une porteuse de sac, Adan. Un homme qui n'a rien, qui n'est personne. Il faisait les 100 pas, comme s'il cherchait une justification à la folie de sa fille. Savez-vous ce que les gens disent? Savez-vous la honte que vous apportez dans notre maison? Elle le savait, et il s'en fichait. Mais il s'en souciait. Il s'en souciait beaucoup. Lorsqu'il réalisa qu'Adan n'allait pas s'excuser, qu'elle n'allait pas baisser la tête comme il s'y attendait, son ton changea. « Si vous continuez cette folie, vous serez déshérité », a-t-il menacé, les yeux pétillants. « Il n'y aura plus de foyer, plus de nom, plus de protection. Choisis, Adan, ta famille ou cet homme. » Le poids de ces mots tomba sur elle comme une tempête. Mais au fond, Adan connaissait déjà la réponse. Ce que son père ne comprenait pas, c'est que ce choix avait déjà été fait. Elle ne savait tout simplement pas encore quel prix elle devrait payer pour cela. La maison était silencieuse, un silence pesant, du genre qui n'avait pas besoin de mots pour dire que quelque chose n'allait pas. Depuis la dispute avec son père, Adan savait que les choses ne seraient plus jamais les mêmes. Sa mère ne lui parlait pas. Ses sœurs la regardaient comme si elle s'attendait à ce qu'elle reprenne ses esprits à tout moment, et même les servantes semblaient hésiter avant de s'approcher. Elle était devenue un problème, une nuisance, une source de honte pour la famille. Mais rien de tout cela ne l'a fait changer d'avis, parce que, au milieu de tout ce chaos, de toute cette fureur et de ce mépris, il y avait quelque chose en elle qui se renforçait chaque jour, quelque chose que personne ne pouvait comprendre. Elle essaya de l'ignorer, essaya de se convaincre que c'était peut-être juste de l'entêtement, un désir de prouver à tout le monde qu'il avait tort. Mais ce n'était pas le cas. C'était plus que ça. C'était la façon dont Udo la regardait dans les yeux lorsqu'il lui parlait, sans cette supériorité qu'il voyait chez les autres hommes du village. C'était sa façon d'écouter réellement, sans interrompre, sans chercher à imposer. Ses opinions. C'était la façon respectueuse dont il parlait aux femmes du marché, même à celles qui le traitaient avec dédain. C'était le fait que, pour la première fois de sa vie, elle se sentait vue. Les autres hommes la considéraient comme une récompense, comme une pièce précieuse qui ajouterait du statut à son nom. Mais Udo la considérait comme une personne. Il n'a pas essayé de l'impressionner, il n'a pas fait de promesses creuses, il n'a pas joué au charme ou n'a pas utilisé de belles paroles. Il l'était juste. Et sans s'en rendre compte, Adan réalisa qu'elle ne voulait personne d'autre que lui. L'idée lui vint soudain à l'esprit. Et plus j'y pensais, plus cela avait du sens. Mariage. Non pas à cause de ce que les autres attendaient, ni à cause de votre statut ou de votre commodité, mais parce que vous le vouliez, parce que je ne voyais plus l'intérêt de vivre selon ce que les autres pensaient être juste quand ton cœur disait le contraire. Mais elle savait ce que cela signifierait. Il savait ce qui se passerait lorsque le village le découvrirait. Le scandale, le choc, l'humiliation publique. Elle savait que sa famille ne l'accepterait jamais, que son père mettrait probablement sa menace à exécution et la jetterait hors de la maison. Mais plus rien de tout cela n'avait d'importance, parce qu'au fond, Adan savait qu'elle avait déjà perdu sa famille au moment où ils avaient choisi sa réputation plutôt que son bonheur. Et puis, une fin d'après-midi, au milieu de la poussière et de la forte odeur du marché, elle s'est rendue chez lui. Udo portait des sacs comme toujours, les épaules marquées par le poids, le regard fixé sur le sol. Mais quand il la vit approcher, il s'arrêta. Elle inspira profondément, sentant son cœur s'emballer dans sa poitrine. Il savait que ce qu'il s'apprêtait à faire allait changer sa vie pour toujours. « Épouse-moi, Udo ». Le silence qui suivit fut si profond que même les bruits du marché semblaient avoir disparu. Udo resta immobile, tenant le sac de riz comme s'il avait oublié comment le lâcher. Les marchands ont arrêté ce qu'ils faisaient. Les gens autour de lui se mirent à chuchoter, et en quelques secondes, ce qui était autrefois une demande privée devint un spectacle public. Personne ne pouvait croire ce qu'ils venaient d'entendre. Adan, la fille du marchand, propose à l'homme le plus méprisé du village.
C'était comme jeter une pierre dans un lac calme. L'impact a généré des vagues qui se sont propagées dans toutes les directions. Et Udo? Il se contenta de la regarder, ne sachant pas quoi dire. Parce que même si j'avais appris à ne rien attendre de la vie, je n'aurais jamais pu imaginer cela. Il n'aurait jamais pu imaginer que quelqu'un le regarderait ainsi. Mais tout le village regardait maintenant. Et il n'allait pas lâcher prise sans scandale. Le marché tout entier s'est arrêté. C'était comme si le temps s'était figé entre les odeurs d'épices, le bruit des charrettes et les cris des commerçants. Pour la première fois, personne ne faisait de commerce, personne n'achetait ou ne vendait. Tout le monde était piégé dans ce moment incroyable. Adan, la fille du marchand respecté, était là, dans la poussière et en sueur, demandant à Udo de l'épouser. Un porte-sac, le sale homme du village. Leurs regards allaient de l'un à l'autre, cherchant une explication. C'était peut-être une blague, peut-être qu'elle était devenue folle, mais son visage ne laissait aucun doute. Il n'y avait aucune hésitation dans sa voix, aucune honte, aucune peur, juste de la détermination. Mais Udo ne savait pas quoi faire. Il était immobile, tenant le sac sur ses épaules, comme si même son corps n'avait pas compris ce qui venait de se passer. Sa respiration était lourde, et son regard, pour la première fois, n'évitait pas le sien. « Veux-tu m'épouser? De toute façon ?» La question lui fut posée presque à voix basse, comme s'il ne croyait pas lui-même à ce qu'il disait, comme s'il avait besoin de l'entendre à nouveau pour s'assurer que ses oreilles ne lui avaient pas joué un tour. Il la regardait comme un homme qui avait passé toute sa vie à se convaincre qu'il ne serait jamais choisi. Et maintenant, quelqu'un était là, brisant cette certitude en morceaux. Adan s'avança. Son cœur battait à tout rompre, mais sa voix ne tremblait pas. « Je vois qui tu es au-delà de la poussière et des sacs que tu portes. » Le buzz grandit comme un incendie que personne ne voulait éteindre. Au début, ce n'était que de rapides chuchotements, échangés entre des bandeaux sur les yeux, des regards de côté comme si les gens essayaient de s'assurer qu'ils avaient bien entendu. Mais bientôt, les murmures se sont transformés en voix plus fortes, et les voix se sont transformées en rires remplis d'incrédulité. C'était absurde. Une insulte, une mauvaise blague. La fille d'un commerçant, une fille qui pouvait avoir n'importe quel homme du village, était là, devant tout le monde, se jetant sur un sacier. Un sale homme, un personne. « Elle a perdu la tête », marmonna quelqu'un en secouant la tête, comme s'il se sentait désolé. « C'est dommage », ajouta une autre voix pleine de mépris. « Où l'avez-vous déjà vu? A-t-il ensorcelé la fille ?» Les rires devinrent plus forts. Certains se moquaient, comme s'ils trouvaient drôle cette folie. D'autres étaient nerveux, car, au fond, personne ne savait ce qui allait suivre. Mais Adan n'y prêtait pas attention. Il ne regardait pas les femmes qui chuchotaient entre elles, ni les hommes qui secouèrent la tête en signe de désapprobation. Il n'a pas vu les regards de dégoût, les expressions scandalisées ou les bouches tordues d'indignation. Elle n'avait pas besoin de regarder pour savoir ce que tout le monde pensait. Elle l'a juste regardé. Udo était immobile. Le monde entier tournait autour de lui, mais en lui, tout semblait paralysé. Son esprit était un tourbillon de pensées confuses, d'émotions qu'il ne pouvait nommer. Qu'est-ce que ça voulait dire? Comment cela pourrait-il être réel? Personne ne l'a jamais choisi. Personne ne l'a jamais regardé avec autre chose que du mépris ou de l'indifférence. Et maintenant, ici, au milieu d'un marché bondé, une femme comme Adan disait qu'elle voyait en lui quelque chose que personne d'autre ne voyait. Il voulait croire. Je le voulais vraiment. Mais comment? Comment quelqu'un qui a passé sa vie à être traité comme si de rien n'était peut-il soudainement être considéré comme important? Le poids de... Ce doute le plaquait au sol, rendant tout mouvement impossible. Son cœur battait à tout rompre dans sa poitrine, et il ne savait même pas si c'était de la peur, de la méfiance ou un bonheur si inconnu que ça faisait mal. Le silence s'agrandit à nouveau, un silence étouffant, plein d'attente. Les gens attendaient. Ils voulaient savoir comment cette folie finirait. Ils voulaient entendre la réponse. Mais avant qu'Udo ne puisse dire quoi que ce soit, un cri traversa l'air, un cri de fureur, qui traversa le marché comme le tonnerre. « Adan !» Son nom résonnait avec une telle force que les rires moururent dans les bouches. Les yeux se tournèrent dans la même direction. Le scandale, qui était déjà énorme, venait de devenir encore plus grave, parce que ce cri n'est pas venu de n'importe qui. Cela venait de son propre père. Et si le village était déjà sous le choc auparavant, personne ne voulait désormais manquer la suite. Le mariage a eu lieu, mais ce n'était pas ce qu'Adan avait imaginé lorsqu'elle était enfant. Il n'y avait pas de fête, il n'y avait pas de musique,
Il n'y avait pas de danseurs virevoltant au son des tambours, ni une robe brodée de fils d'or qui attirait l'attention de tout le village. Il n'y avait pas de fête, juste le poids des regards qui ne souhaitèrent pas le bonheur, mais plutôt le spectacle de la honte. La cérémonie s'est déroulée en plein air, au centre du village, où même ceux qui prétendaient être occupés au marché pouvaient jeter des regards curieux, chuchoter entre eux et laisser échapper des rires étouffés. Il n'y avait aucune décoration, pas de fleurs, aucun signe que la journée était spéciale pour quelqu'un d'autre que les deux personnes présentes. Juste un vieil homme à la barbe blanche qui semblait être là plus par obligation que par libre arbitre, récitant les paroles nécessaires pour que l'union soit officialisée. Sa famille n'était pas présente, pas d'amis, pas de ces femmes qui s'asseyaient autrefois à ses côtés pour lui tresser les cheveux et parler des mariages des autres. Même sa mère, qui lui avait si souvent conseillé de choisir un mari digne, ne semblait pas lui accorder un dernier regard avant de sceller son sort. Son père avait déjà fait comprendre qu'il n'acceptait pas cette honte, qu'il préférait la voir morte plutôt que la femme d'un porteur de sac. Quand Adan est rentrée chez elle après la proposition publique, elle a trouvé ses vêtements jetés dehors, comme si elle était une étrangère, indésirable. Il essaya d'entrer, mais la porte était verrouillée. Pas de au revoir, pas de cri, pas de dernière tentative pour la faire changer d'avis. Juste du silence. Sa mère pleurait, elle le savait, mais elle n'avait pas le courage d'affronter son mari, elle n'avait pas le courage de défendre sa fille. Il a simplement baissé la tête, détourné le visage et fait comme si de rien n'était. Et puis Adan est parti. Pas de sac à main, pas de dot, rien que les vêtements qu'elle porte sur le dos et quelques pièces cachées dans le tissu à sa taille. Elle marcha vers la place d'un pas ferme, la tête haute, sans qu'on puisse voir en elle le moindre signe de regret. Mais ce que personne n'a compris, c'est qu'au fond, il n'y avait aucun regret. Peur, oui, incertitude aussi, mais pas de regret. Elle savait ce qu'elle faisait. Elle savait qu'elle ne serait plus jamais vue telle qu'elle était avant, que pour sa famille, c'était comme si elle était morte ce jour-là. Mais elle a quand même continué son chemin. L'aînée récitait les mots sans émotion, sans même les regarder dans les yeux. Elle a demandé à Udo s'il acceptait, et pendant un instant, Adan a cru qu'il ne répondrait pas. Il était immobile, semblant toujours essayer de comprendre comment tout cela s'était produit. Mais ensuite, d'une voix faible, il a dit oui. Lorsque la question lui a été posée, il n'y a eu aucune hésitation. Oui, elle le voulait. Oui, elle a accepté. Oui, j'étais prêt. Le silence qui suivit ne dura que quelques secondes avant d'être brisé par ce à quoi Adan s'attendait déjà. Rire. D'abord bas, puis plus fort, jusqu'à ce qu'il devienne le seul son qui remplisse la place. Des rires moqueurs, des rires incrédules, des rires qui se moquaient de la jeune fille qui avait échangé une vie confortable contre personne. Les hommes riaient de son malheur, les femmes riaient de la folie de son choix, même les enfants riaient parce qu'ils voyaient des adultes rire et trouvaient cela drôle. Certains, ceux qui essayaient de sauver les apparences, se contentaient de secouer la tête en marmonnant que c'était une honte, un gaspillage, une absurdité. Mais personne n'a applaudi. Pour le village, ce n'était pas de l'amour, c'était le désespoir. Adan sentait chaque rire comme de petits éclats s'enfonçant dans sa peau, mais il ne baissa pas la tête. Il ne détourna pas le regard, ne leur laissa pas voir le moindre signe de faiblesse. S'il voulait un spectacle, il devait le regarder jusqu'à la fin, car malgré tout, malgré les humiliations et les moqueries, elle était toujours là, mariée. Alors que les spectateurs commençaient à se disperser, Udo se tourna vers elle. Son visage n'avait aucun sourire, aucun soulagement, juste de la confusion. Ses yeux portèrent la question qui n'avait jamais quitté sa bouche, mais qui était désormais encore plus forte. Pourquoi? Et Adan savait que cette question continuerait entre eux, tout comme les rires continuèrent de résonner dans les rues pour rappeler constamment que pour le reste du monde, ce mariage serait toujours une plaisanterie. Le problème était que même elle ne savait pas si, à la fin, le destin lui ferait rire le dernier. Ou si, un jour, je regardais en arrière et réalisais que j'avais commis une erreur impossible à réparer. La cabane était petite, faite de vieux bois et d'argile, avec un toit qui craquait lorsque le vent soufflait fort. C'était à la périphérie du village, suffisamment loin pour que personne n'ait besoin de passer par là, mais suffisamment proche pour qu'Adan puisse encore entendre les chuchotements lorsqu'elle se rendait au marché. Ce n'était pas une maison comme celle qu'il avait connue toute sa vie. Il n'y avait ni tapis brodé, ni rideaux fins, ni oreillers moelleux. Le sol était dur, les murs étaient de fin, et le seul véritable meuble
était une natte sur laquelle il dormait. Mais Adan ne s'est pas plainte. Il ne pleurait pas, il ne se plaignait pas, il ne demandait pas pourquoi les choses s'étaient passées ainsi. Elle a eu du mal à s'habituer à la nouvelle routine. Je me suis réveillé tôt avant le lever du soleil pour aller chercher de l'eau au puits, portant le lourd seau jusqu'à la cabane pendant que je sentais mes muscles brûler sous l'effort. Ensuite, j'ai nettoyé le petit espace, essayé d'improviser un repas avec le peu de provisions dont il disposait, et j'ai passé le reste de la journée seule en attendant le retour d'Udo du travail. Elle n'avait jamais été aussi seule auparavant. Avant, votre maison avait toujours des voix, des mouvements, quelqu'un qui vous appelait. Désormais, le silence pesait lourd, rappel constant de tout ce qu'il avait perdu. Udo était toujours au marché, transportant des sacs d'un endroit à un autre, mais maintenant il travaillait encore plus dur. Il rentre chez lui épuisé, les épaules marquées par le poids de la journée, les mains toujours sales de poussière et de callosité. Adan essayait de prendre soin de lui, préparant à manger, avec tout ce qu'elle pouvait acheter, lavant ses vêtements, lui frottant les bras et le dos avec un chiffon humide, comme si cela pouvait atténuer un peu la fatigue dont il ne se plaignait jamais. Mais elle l'a vu. J'ai vu comment il arrivait de plus en plus tard, comment son expression était toujours lourde, comment il y avait quelque chose dans ses yeux qui semblait être un mélange de honte et de culpabilité, comme si, au fond, il avait l'impression qu'il ne pourrait jamais lui donner la vie qu'elle méritait. Et c'était peut-être là le problème. Le poids du rejet n'était pas seulement le sien, c'était le sien aussi. Au village, personne ne les traitait comme un couple ordinaire. Ils n'étaient pas simplement un autre homme et une autre femme vivant leur vie. C'était un rappel qu'Adan avait mal choisi, qu'il avait tout échangé contre rien. Les gens la regardaient avec pitié ou mépris, selon de qui il s'agissait. Certaines femmes, lorsqu'elles l'apercevaient au marché, tenaient à se détourner, comme si elles craignaient que sa malchance ne soit contagieuse. D'autres chuchotaient entre eux, secouant la tête comme si leur présence était une erreur encore réparable. Les marchands lui offraient les prix les plus élevés. Les voisins ont évité tout contact. Le village voulait qu'elle comprenne qu'elle n'y appartenait plus, mais elle l'a enduré. Elle gardait la tête haute, faisait semblant de ne pas entendre les murmures, faisait semblant de ne pas remarquer les regards, faisait semblant que cela ne l'affectait pas. Mais cela a affecté. Parfois, quand Udo partait tôt et qu'elle était seule dans la cabine, elle ressentait une oppression dans la poitrine. Ce n'était pas un regret, c'était très envie. La vie qu'elle avait avant me manque. Les nuits où elle dormait dans un lit confortable, les jours où elle n'avait pas besoin de mesurer chaque pièce avant d'acheter de la nourriture, les conversations insouciantes avec ses amis qui prétendaient maintenant qu'elle n'existait pas. Mais surtout, cela me manquait d'être traitée comme quelqu'un, parce que maintenant, au village, elle n'était plus que la femme du porteur de sac, le fou, la honte, la blague. Et au fond, Adan savait que c'était la partie la plus difficile à supporter. Pas de pauvreté, pas de dur labeur, pas de petite cabane froide, mais la façon dont le monde semblait vouloir lui rappeler chaque jour qu'elle avait peut-être commis une erreur. Le problème était qu'elle ne savait pas si un jour elle commencerait à y croire aussi. Adan s'était déjà habitué au silence d'Udo. Depuis le jour de leur mariage, il parlait peu, juste ce qu'il fallait, comme si les mots supplémentaires étaient du gaspillage. Il ne s'est jamais plaint du travail acharné, n'a jamais évoqué la fatigue, n'a jamais parlé de l'avenir. Mais ce qui la dérangeait le plus, c'était le fait qu'il ne parlait jamais non plus du passé. C'était comme s'il était sorti de nulle part, comme si sa vie, avant de porter des sacs au marché, n'existait tout simplement pas. Et même si Adan essayait de ne pas y penser, quelque chose en elle savait qu'il y avait plus chez Udo qu'il ne le laissait entendre. La première fois qu'il remarqua cela, c'était lors d'une nuit ordinaire, lorsque le vent froid soufflait fort contre les murs de la cabane et que la lumière de la lampe vacillait, créant des ombres vacillantes au plafond. Udo était allongé à côté d'elle, face au coin, comme il le faisait toujours, quand il commença à murmurer. Au début, Adan crut qu'il se parlait tout seul, perdu dans les pensées d'un sommeil agité, mais ensuite, il entendit clairement un nom qu'elle n'avait jamais entendu auparavant. Il le répéta doucement, comme un murmure chargé d'émotion, puis un autre nom vint, puis un autre. Ce n'étaient pas des noms de villages courants, ce n'étaient pas les noms de personnes qu'elle connaissait. Adan se tourna, le regardant dans la pénombre. Son visage était tendu, comme s'il était pris au piège dans un cauchemar. Sa respiration était irrégulière, ses poings étaient serrés. Elle lui toucha légèrement le bras, essayant de le réveiller,
mais il se contenta de marmonner quelque chose d'inintelligible avant de finalement se calmer. Le silence revint dans la cabane, mais le cœur d'Adan battait toujours vite. Le lendemain matin, elle observa Udo de plus près. Il était comme toujours, silencieux, concentré sur ses chaussures usées avant de partir travailler. Mais Adan savait qu'il y avait quelque chose là-dedans, quelque chose qu'il ne voulait pas que quiconque sache. Ce qui a confirmé ses soupçons s'est produit quelques jours plus tard. Elle était en train d'organiser certaines des rares choses qu'ils avaient dans la cabine lorsqu'elle trouva un petit morceau de parchemin plié à l'intérieur de son paquet de vêtements. Ce n'était pas une note, ni une simple note. C'étaient des mots écrits avec une belle écriture précise, des mots qu'elle ne pouvait pas comprendre complètement parce qu'elle ne savait pas bien lire. Mais il en savait suffisamment pour reconnaître que ce n'était pas quelque chose qu'un simple porteur de sac pouvait écrire. Son cœur s'accéléra. Udo savait lire et écrire. Mais comment? Aucun des hommes travaillant sur le marché ne le savait. La plupart ne reconnaissaient même pas les lettres. Et pourtant, c'était la preuve qu'il n'était pas n'importe quel homme. Elle attendit le soir où il revenait du travail épuisé, s'assit à côté de lui et posa sans détour le parchemin sur la table en bois. « Qu'est-ce que c'est, Udo ?» Il s'arrêta, regarda le morceau de papier puis elle, et pendant un instant, Adan vit quelque chose de différent dans son regard. Ce n'était pas seulement une surprise, c'était quelque chose de plus profond, quelque chose entre peur et frustration, mais comme toujours, il l'a dissimulé. Il prit le parchemin, le froissa lentement et dit simplement « Rien, juste un morceau de papier ». Adan n'a pas insisté. Je savais que ça n'aiderait pas. Mais pour la première fois, elle était certaine que l'homme qu'elle avait épousé cachait quelque chose de bien plus grand que sa propre douleur. Et même sans le vouloir, il sentait que tôt ou tard, il découvrirait la vérité. La journée a commencé comme les autres. Le marché était plein, le bruit des négociations mêlé à la forte odeur des épices et à la chaleur qui faisait vibrer l'air sur le sol en terre battue. Udo, comme toujours, portait les sacs, d'un côté à l'autre, en sueur, silencieux, les yeux baissés, sans jamais regarder directement les passants. Pour lui, c'était juste un autre jour ordinaire. Mais pour le destin, non. Adan avait les mains occupées, séparant les bonnes racines des mauvaises, essayant de calculer si les quelques pièces dont elle disposait seraient suffisantes pour acheter ce dont elle avait besoin lorsqu'elle sentait l'air autour d'elle changer. Ce n'était pas quelque chose qu'il pouvait expliquer, mais il le remarqua immédiatement. Un silence inquiétant plana pendant un moment, comme si quelque chose avait interrompu le flux naturel du marché. Elle leva les yeux et vit un homme à cheval, portant des vêtements qui, même recouverts de poussière de la route, ne pouvaient cacher sa richesse. Le tissu, contrairement au tissu grossier du village, était du lin fin, avec des broderies discrètes, et ses bottes étaient en cuir souple, ce que seuls les nobles ou les grands marchands pouvaient se permettre de porter. Son allure était fière, son regard attentif, comme s'il analysait chaque détail autour de lui. Sa place n'était pas là. C'était évident. Les vendeurs arrêtèrent un instant leurs enchères bruyantes, échangeant des regards. Les clients s'éloignèrent légèrement, méfiants, car de tels visiteurs n'apparaissaient pas dans le village sans raison. Mais alors que tout le monde regardait avec curiosité, c'est la réaction de l'homme qui a tout changé. Son regard parcourut rapidement le marché, sans grand intérêt jusqu'à ce qu'il s'arrête. Il s'est complètement écrasé. Quelque chose en lui a changé, comme s'il avait trouvé quelque chose qu'il ne s'attendait pas à voir là-bas. Et puis il a dit « Seydou ?» La nouvelle semblait se répandre sur le marché comme un tonnerre étouffé. Adan fronça les sourcils. « Seydou » Qui était Seydou? Mais lorsqu'il se tourna vers Udo, la réponse ne vint pas de lui, mais de la façon dont son corps réagissait. Il se raidit instantanément, ses épaules bloquées. Sa respiration s'arrêta pendant une brève seconde. Ses mains tenaient fermement le sac qu'il s'apprêtait à remettre à un marchand, mais maintenant, elle ne semblait plus avoir la force de le lâcher. Il n'a pas bougé, il n'a pas cligné. Il ne regarda pas le voyageur, mais quiconque y prêtait attention verrait que ce nom avait frappé Udo comme un coup invisible. L'homme descendit de cheval et fit un pas en avant. Son regard était rempli de quelque chose qu'Adan ne pouvait pas définir, de la surprise, de l'incrédulité, peut-être même une touche d'espoir. Mais sa voix était ferme, exigeant une réponse. « Es-tu le fils perdu du roi ?» L'impact de ces mots fut immédiat. Le marché, qui n'a jamais été vraiment calme, a lentement commencé à se taire, comme si quelqu'un avait baissé le volume sur le monde. Il y avait d'abord les vendeurs,
qui interrompaient leur discours à mi-mot. Ensuite, les femmes, qui auparavant se parlaient en choisissant des fruits, se sont retournées pour mieux voir ce qui se passait. Même les enfants qui couraient entre les tentes ont ralenti. En quelques secondes, ce qui resta fut un silence absolu, et tous les regards étaient tournés vers Udo. Adan sentit un frisson lui parcourir le dos. Son cœur battait plus vite, un mélange de confusion et d'un soupçon qu'elle ne parvenait toujours pas à nommer. Udo était toujours immobile, mais son visage était désormais différent. Ce n'était pas de la peur, ce n'était pas de la colère, c'était quelque chose de plus profond, quelque chose de lourd, de sombre. Ses yeux étaient fixés au sol, comme s'il ne voulait pas faire face à ce qui se passait, comme s'il était pris au piège d'un piège invisible et ne savait pas où courir. Et puis, finalement, il parla. « Tu as tort, je ne sais pas de quoi tu parles. » La voix était ferme, mais il y avait quelque chose qu'Adan remarqua immédiatement. Un léger retard dans la réponse, une raideur dans le ton, quelque chose qui ne semblait pas naturel. Cela ne ressemblait pas à un déni total. Cela ressemblait à un bouclier. Le voyageur plissa les yeux. Il analysa Udo de près, comme s'il reconstituait un puzzle dans son propre esprit. Puis, il laissa échapper un petit rire, un rire de quelqu'un qui était sûr de ce qu'il disait. Non, je ne m'étais pas trompé. Et à ce moment-là, Adan a su. Elle ne comprenait pas vraiment ce qui se passait, mais elle savait qu'il y avait là un secret, quelque chose qu'Udo n'avait jamais révélé, quelque chose qu'il voulait désespérément enterrer. Mais maintenant, juste devant elle, ce secret commençait à émerger, et il n'y avait aucun moyen d'y échapper. La seule question désormais était qui, après tout, était l'homme qu'elle avait épousé. Le marché était toujours silencieux, mais pas n'importe lequel. C'était un silence lourd, plein d'attente, comme si tous ces gens étaient piégés dans un moment qu'ils ne savaient pas comment résoudre. Ses yeux étaient rivés sur Udo, attendant une réaction, une explication, mais il ne dit rien. Le voyageur, en revanche, ne semblait pas disposé à abandonner. Il fit un pas de plus, ignorant complètement la façon dont Udo gardait le regard fixé sur le sol, puis regarda carrément Adan. « Savez-vous avec qui vous avez épousé ?» La question a surpris Adan. Il était clair qu'elle le savait, ou du moins, il pensait savoir. Udo était un porteur de sac, un homme simple, rejeté par le village, quelqu'un que personne ne voulait vraiment connaître. Mais en même temps, elle savait qu'il y avait quelque chose chez lui qui n'avait aucun sens. On avait toujours l'impression qu'il cachait quelque chose. On avait toujours le sentiment que son silence n'était pas seulement de la fatigue ou de la timidité, mais plutôt un bouclier, une façon de tenir les gens à distance. Maintenant, pour la première fois, elle avait l'impression qu'elle était sur le point de comprendre pourquoi. Le voyageur inspira profondément avant de poursuivre, comme s'il pesait ses mots, avant de les lâcher. Le silence autour était si absolu que le bruit lointain d'un chariot qui passait ressemblait à du tonnerre. Ce n'est pas un porteur, ce n'est pas un paysan. Son nom n'est pas Udo. Les mots tombaient lourdement dans l'air, comme une lame transperçant quelque chose d'invisible. Il fit une pause, analysant chaque réaction, chaque respiration, mais Udo resta immobile, le corps rigide, les mains serrées sur les côtés. Il n'a pas contesté, il n'a pas essayé d'interrompre, mais il n'a rien confirmé non plus. Adan fronça les sourcils. « Prince ?» Le mot semblait déplacé pour décrire celui qui, jusqu'à ce moment-là, n'était qu'un sale ouvrier ignoré de tous. Son regard glissa instinctivement vers Udo, s'attendant à retrouver en lui la même confusion qu'elle ressentait. Mais ce qu'elle vit lui fit reprendre son souffle. Il n'avait pas l'air surpris, pas complètement. Il y a eu un choc, certes, mais c'était quelque chose de différent, quelque chose qui lui a fait comprendre que ces mots n'étaient pas pour lui une révélation absolue. Ils n'étaient pas nouveaux, c'était un fantôme. Il s'agit de Seydou, le prince perdu du royaume Kundu. Cette déclaration a fait frissonner Adan. Quelque chose en elle refusait de l'accepter. Mais en même temps, cela avait du sens. Cela avait du sens dans la façon dont il évitait de parler de son passé, dans la façon dont il semblait mal à l'aise lorsqu'il s'agissait de savoir d'où il venait. Son intelligence avait du sens. La façon dont il savait des choses qu'un porteur de sac ne devrait jamais savoir. Il était logique qu'il sache lire et écrire, alors qu'aucun autre travailleur ne le savait. Ce regard, toujours distant, toujours rempli de quelque chose que personne ne pouvait nommer, avait du sens. Cela avait trop de sens. C'est une erreur. Udo rompit finalement le silence, d'une voix basse mais ferme. Il secoua lentement la tête,
comme s'il essayait de se convaincre de sa réponse. « Je ne sais pas de quoi tu parles. » Le Tani voyageur ne rit pas. Je n'ai pas essayé de le réparer tout de suite. Il se contenta de le fixer, ses yeux sombres étudiant chaque détail de l'expression d'Udo. Et puis, il a commencé à raconter l'histoire. Le royaume de Kundu, il y a des années, a été attaqué par de cruels envahisseurs. Des villes furent incendiées, des familles entières séparées. La famille royale fut contrainte de fuir. Mais au milieu du chaos, le prince héritier, encore enfant, disparaît. Ils l'ont recherché pendant des années. Ils ont envoyé des messagers, des affiches, des récompenses, mais rien. Beaucoup en sont venus à croire qu'il était mort cette nuit-là, emporté par le feu ou par la lame d'un envahisseur. Mais le roi, même sans preuve, n'a jamais accepté cette version. Même maintenant vieux et malade, il croyait toujours que son fils était vivant quelque part, attendant qu'on le retrouve. Jusqu'à maintenant. Le voyageur regarda Udo, la voix pleine de certitude. « Vous avez grandi sans savoir qui vous étiez, n'est-ce pas? Élevé par des paysans sans aucun souvenir de votre passé. Vous ne vous êtes toujours pas senti à votre place. Vous avez toujours su que quelque chose n'avait pas de sens. » Adan regarda Udo, et à cet instant, elle vit ce qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Il était agité. Sa respiration était irrégulière. Ses yeux bougeaient rapidement, comme s'il cherchait une issue, comme s'il essayait désespérément de trouver quelque chose à quoi s'accrocher avant de sombrer pour de... Bon, mais il n'a pas couru. Il ne l'a plus nié. Il resta là, immobile, tandis que le monde autour de lui commençait à s'effondrer. Le village tout entier regardait sans oser l'interrompre. Plus personne ne riait. Personne n'osait dire un mot. Tout le monde était pris par le moment, essayant d'assimiler ce que cela signifiait. Parce que l'homme qu'ils ont passé leur vie à mépriser, humilier et ignorer pourrait désormais être quelqu'un qu'ils n'auraient jamais imaginé. Et, au milieu de ce chaos, Adan sentit une certitude glaciale parcourir son corps. Rien dans votre vie ne sera plus jamais pareil, parce que l'homme qu'elle a épousé n'était pas celui qu'elle pensait. Et pire encore, peut-être qu'il ne le savait même pas. L'idée semblait absurde. Udo resta immobile un long moment après que le voyageur eut fini de parler, comme s'il s'attendait à ce que quelqu'un se mette à rire et dise que ce n'était qu'une grosse blague. Mais personne n'a ri. Le marché était toujours silencieux, les gens regardaient toujours et Adan était toujours là, attendant une réaction qui ne vint jamais. Il respirait profondément, les yeux fixés sur le sol, les mains serrées le long de son corps, comme si lutter contre cette vérité était le seul instinct qui lui restait. Mais au fond, elle le savait. Je l'ai vu dans ses yeux. Il ne voulait pas y croire, mais quelque chose en lui reconnaissait ces mots. Ils touchent un coin caché de votre mémoire, un morceau oublié de votre histoire. Mais il a quand même refusé. Il a dit que cela n'avait aucun sens, que ce n'était pas sa vie, qu'il n'était qu'un porteur, qu'il ne voulait rien entendre d'autre. Il lui tourna le dos et essaya de continuer sa journée comme si de rien n'était. Mais rien ne pourrait être comme avant. Et Adan le savait. Saviez-vous qu'une fois certaines portes ouvertes, il n'est plus possible de les refermer? Cette nuit-là, dans la cabane, elle essaya de lui parler. Udo était assis dans un coin, les coudes posés sur les genoux, la tête baissée. Il ne mangeait pas, ne parlait pas, ne la regardait pas. Adan s'approcha lentement et s'assit à côté de lui sans rien forcer. Il est resté là. Le vent passait par la fenêtre ouverte, emportant les bruits lointains du village, les rires de quelques enfants, le bruissement des feuilles dehors. « Tu dois y aller », dit-elle après un moment, brisant le silence. Udo n'a pas répondu. « S'il y a une chance que ce soit vrai, tu dois y aller. » Il a ri, faible, pas d'humour. Et si ce n'était pas le cas? Et si c'était juste un piège? Et si c'était une erreur? Je ne sais pas qui je suis, Adan. Et si tout cela n'était qu'une blague cruelle? Elle se tourna vers lui. Et si ce n'est pas le cas? Cette question est restée longtemps en suspens, parce qu'Udo savait qu'il n'avait pas de réponse à lui donner. Le lendemain, il est parti. Le voyage vers Kundu a duré des jours. Le voyageur les guidait, et à chaque kilomètre parcouru, le silence entre Udo et Adan grandissait. Il n'a pas parlé de ce qu'il ressentait, et elle n'a rien demandé. Il savait que c'était une bataille qu'il menait seul. Mais Adan savait aussi que quelque chose en lui commençait à se préparer à ce qui allait arriver, même s'il ne l'acceptait toujours pas. Lorsqu'ils atteignirent enfin les portes du château, Udo s'arrêta. Il se tenait là, regardant la grandeur des murs devant lui, les gardes lourdement armés qui les surveillaient avec des yeux vigilants. Il n'avait jamais rien vu de pareil. Je n'avais jamais eu le sentiment d'appartenir à un endroit comme celui-là.
Mais même ainsi, il y avait là quelque chose de familier, quelque chose qu'ils ne pouvaient pas expliquer. Ils ont été emmenés à l'intérieur. Chaque pas résonnait dans les couloirs de pierre polie, chaque flamme des torches illuminait de riches tapisseries qui racontèrent des histoires d'un passé dont ils ne se souvenaient pas. Le voyageur les conduisit à la grande salle, où, assis sur un trône imposant, se trouvait un vieil homme aux cheveux gris et aux yeux enfoncés et fatigués. Mais quand il a vu Udo, tout a changé. Le roi se releva si vite qu'il faillit perdre l'équilibre. Ses yeux s'écarquillèrent et sa bouche s'ouvrit dans un halètement silencieux. Pendant un instant, il se contenta de regarder. Il avait l'air d'avoir peur que ce ne soit qu'un rêve, comme si le moindre mouvement brusque pouvait tout faire disparaître. Et puis, les larmes ont commencé à couler sur son visage. Seydou, la voix était étranglée, hésitante, mais pleine d'espoir. Udo n'a pas répondu. Je ne savais pas comment. Mais ensuite, le roi fit un pas, puis un autre, jusqu'à ce que soudain, il ne puisse plus se retenir. Il traversa rapidement la pièce et enveloppa Udo dans une forte étreinte, comme s'il voulait s'assurer qu'il était réel, que ce n'était pas une illusion de l'esprit. « Mon fils !» Adan sentit une boule se former dans sa gorge. Il regarda Udo, s'attendant à voir la même émotion en lui, mais il était figé, les bras, rigides le long du corps. Il n'a pas rendu son câlin, il n'a pas pleuré, il n'a rien dit. Il est resté là tandis qu'un homme qui prétendait être son père s'effondrait en larmes sur son épaule. Mais ce n'était que le début. Les jours qui suivirent furent épuisants. Udo a été soumis à toutes sortes de tests, comme si chaque détail de son existence devait être démonté et analysé avant que quiconque ose croire qu'il était en fait le prince perdu. Ils l'ont emmené dans des chambres chez de vieux scribes qui lui ont présenté des symboles et des textes anciens, dans l'espoir que quelque chose susciterait quelque chose dans sa mémoire. Mais il regardait les lettres comme s'il ne les avait jamais vues auparavant. L'esprit vide, un désert où rien ne poussait. Ils lui posèrent des questions sur le passé, sur des noms qui n'avaient aucun sens pour lui, sur des lieux qui devraient lui être familiers, mais qui étaient étranges, comme des terres inconnues. Il avait du mal à se souvenir, essayait de retirer les fils détachés, mais tout ce qui émergeait était des images fragmentées, des morceaux lâches de quelque chose qui semblait si lointain qu'il pourrait s'agir simplement d'un rêve confus. Il y avait des moments où des éclairs apparaissaient dans son esprit, des mains différentes de celles des paysans qui le soulevaient, des voix appelant un nom qui n'était pas Udo, la lueur de quelque chose d'or, dont il ne pouvait pas dire si c'était un soleil, se reflétant sur l'eau ou la lueur, d'une couronne. Mais ce n'étaient que des sensations, des pièces détachées qui ne rentraient dans rien de concret. Il voyait l'inquiétude dans les yeux du roi, l'espoir des conseillers, l'attente silencieuse d'Adan, qui était toujours là, observant tout. Mais rien ne semblait suffisant, jusqu'à ce qu'il lui demande d'enlever sa chemise. Au début, il hésita. Je n'en comprenais pas la raison, mais l'aîné qui dirigeait les tests expliqua, d'une voix basse et respectueuse, qu'avant la mort de la reine, elle avait décrit une tache de naissance sur l'épaule gauche du prince, une petite cicatrice naturelle distinctive qu'aucun autre homme de la lignée royale ne possédait. La pièce entière retint son souffle lorsqu'il dénoua finalement sa tunique et la tira sur le côté. Et voilà, une marque subtile mais incomparable, légèrement allongée, comme un trait tracé par un pinceau invisible, petit, discret, mais précis. Pendant un instant, personne ne bougea. Le silence pesait sur la pièce comme une couverture de plomb. Alors le roi, qui jusqu'alors était resté droit, ferme malgré son âge et sa maladie, perdit toutes ses forces. Ses genoux ont cédé, et il est tombé, pas dans le désespoir, mais dans une émotion brute et écrasante qui ne permettait aucun contrôle. Les larmes coulaient sur son visage ridé, et sa respiration devenait lourde, irrégulière à cause de l'impact de ce moment. Udo sentit le sol disparaître sous ses pieds. L'air autour de lui devenait lourd, comme si le château tout entier se rapprochait de lui. Son esprit tournait, refusant d'accepter ce que ses yeux voyaient. C'était impossible, c'était absurde, mais en même temps, c'était réel. Je n'avais besoin de rien d'autre. Je n'avais besoin de personne pour le confirmer. Aucun autre test n'était nécessaire, il le savait. Il n'était pas Udo, il s'agissait de Seydou, le prince perdu de Kundu. Et plus rien ne serait comme avant. Le temps semblait s'être replié sur lui-même. Il y a quelques jours, Udo n'était qu'un porteur de sac, un homme sale ignoré, la cible des rires et du mépris. Maintenant,
Il reprenait la route du village vêtu de vêtements qu'il n'aurait jamais imaginé porter, assis au sommet d'un imposant cheval noir, avec une escorte de garde autour de lui. Le poids d'une couronne, même si elle n'était pas sur sa tête à ce moment-là, pesait déjà lourdement sur ses épaules. La poussière du chemin montait au fur et à mesure qu'ils avançaient, et chaque pas du cheval résonnait comme une annonce. Que plus rien ne serait plus comme avant. Adan chevauchait à côté de lui, la posture droite, le regard fixe, mais le cœur battant la chamade. À partir du moment où la vérité éclata au grand jour, tout autour de lui changea brutalement. D'épouse du portier humilié, elle était devenue l'épouse du prince héritier. De la plaisanterie du village, elle était devenue le symbole d'un avenir que personne ne pouvait prédire. Et maintenant, elle retournait dans cet endroit qui la rejetait, non plus comme une honte, mais comme quelqu'un que tout le monde serait obligé de respecter. Le village apparut à l'horizon, et les premiers regards curieux commencèrent à se tourner vers eux. Au début, les gens ne comprenaient pas. Ils virent la poussière monter, les gardes marcher, l'éclat de leurs armures reflétant le soleil, mais ils ne reconnurent pas immédiatement qui était là, jusqu'à ce que quelqu'un y regarde de plus près, jusqu'à ce qu'une femme, qui s'était moquée d'Adan tant de fois au marché, ouvre grand les yeux et se couvre la bouche, comme si elle avait vu un fantôme. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. Les marchands déposèrent leurs marchandises, les enfants ont arrêté de courir, les femmes interrompirent leur conversation, et les hommes, qui avaient autrefois craché par terre en voyant passer Udo, restèrent maintenant immobiles, ne sachant que faire. L'homme qu'ils ridiculisaient, qu'ils chassaient de leur rue avec des regards dégoûtés, qu'ils traitaient de déchets, était de retour, mais pas en tant que personne, pas comme porteur de sac. Il était là en prince. Le silence était accablant. Un à un, leurs regards tombèrent sur le sol. Le mépris d'avant s'est transformé en inconfort, puis en honte. Et puis, l'un des anciens du village, celui qui avait un jour éclaté de rire lorsqu'Adan lui avait annoncé qu'elle épouserait Udo, fut le premier à céder. Il baissa la tête, s'inclina légèrement. D'autres ont suivi. Les hommes qui se croyaient autrefois supérieurs, les femmes qui méprisaient Adan, tous commencèrent à s'incliner un à un, jusqu'à ce que tout le village incline la tête devant lui. Adan regardait tout sans cligner des yeux. Les mêmes personnes qui l'avaient humilié s'inclinaient désormais devant elle. Mais ce qui l'a le plus impressionné, c'est Udo. Il a juste regardé, sans arrogance, sans un sourire de vengeance aux lèvres. Son regard était sérieux, distant, comme si tout cela ne l'affectait pas. Mais Adan savait que cela l'affectait. Elle savait que, quelque part en lui, ce moment était à la fois une blessure et un soulagement. Lorsque le silence fut finalement rompu, ce fut par une voix hésitante, presque murmurée. « Mon prince, pardonne-nous. » Udo ne répondit pas immédiatement. Il descendit de cheval d'un pas régulier, marchant parmi ceux qui le saluaient maintenant. Il s'arrêta devant le commerçant qui un jour jeta des pièces par terre pour qu'il les récupère. L'homme tremblait. La sueur coulait sur son front, incapable de lever les yeux. Udo prit une profonde inspiration, et puis sa voix était ferme, sans haine, sans colère, avec juste la force de quelqu'un qui n'avait plus besoin de prouver quoi que ce soit. Se lever. Le village tout entier obéit. Mais ils savaient. Rien de ce qu'ils ont fait ne pouvait effacer ce qui avait déjà été fait, parce que désormais, le méprisé était celui qui dirigerait leur destin. Et Adan savait que ce n'était que la première partie de ce qui allait arriver. Le jour du couronnement est arrivé comme une tempête dont tout le monde savait qu'elle allait arriver, mais peu étaient prêts à y faire face. Le château était rempli de nobles, de dirigeants d'autres royaumes, de généraux et de conseillers, chacun essayant de dissimuler l'impact de ce dont il allait être témoin. Dans les couloirs en pierre polie, les serviteurs couraient d'avant en arrière, ajustant les derniers détails, tandis que les gardes se tenaient en armure étincelante, formant une ligne de protection impénétrable autour de la grande salle. Mais rien. Aucun tissu brodé d'or, aucun tapis étalé sur le sol, aucun bijou brillant porté par les invités ne pouvait effacer le fait que cette journée n'était pas qu'une cérémonie. C'était le jour où le méprisé deviendrait roi. Udo était vêtu d'une tenue qu'il n'aurait jamais imaginé porter. Le velours sombre, les bords dorés, la lourde cape qui tombait sur ses épaules, tout semblait avoir été fait pour un autre. Homme, pas pour lui. Pas pour quelqu'un qui, pendant tant d'années, a vécu couvert de poussière et de fatigue. Ses mains, calleuses à cause du travail, étaient désormais propres, mais portaient encore le souvenir des fardeaux qu'il portait autrefois. Alors qu'il marchait dans l'allée centrale en direction du trône,
il sentit des yeux se poser sur lui, certains de respect, d'autres de doute, certains de pure incrédulité. Mais aucun de ces looks n'avait autant d'importance que celui qui avait vraiment fait la différence dès le début. Adan était à ses côtés. Elle portait une robe qui semblait briller à la lueur des torches, mais sa posture restait la même que toujours, debout, ferme, sans arrogance, sans peur. La femme autrefois chassée de chez elle, ridiculisée par le village, qui dormait dans une hutte froide à côté d'un homme que le monde méprisait, était maintenant sur le point d'être couronnée reine. Mais contrairement à Udo, qui ressentait le poids de chaque regard, Adan s'en fichait. Son cœur battait à tout rompre, non pas à cause de la nervosité, mais parce qu'elle savait. Il savait que personne ne pouvait changer ce qui allait se passer. Il savait que le destin, malgré toutes les difficultés, les conduisait exactement là où ils étaient censés être. Lorsque le roi, désormais faible et en mauvaise santé, posa la couronne sur la tête d'Udo, ce fut un silence absolu. Il n'y avait plus de murmures, plus de doute. Le garçon perdu, le porteur de Sak, l'homme oublié de l'histoire, était désormais le roi de Kundu. Mais le véritable impact est venu plus tard. La nouvelle du couronnement se répandit rapidement, atteignant même le village qui se moquait autrefois d'Udo et méprisait Adan. Les mêmes personnes qui les humiliaient disaient désormais fièrement qu'ils les connaissaient. Les mêmes commerçants qui refusaient de manger à Adan lorsqu'elle se débattait disent maintenant qu'ils ont toujours su qu'il y avait quelque chose de spécial chez elle. Les femmes qui la ridiculisaient se précipitaient pour confectionner des vêtements avec leur nom brodé dessus, pour raconter des histoires exagérées sur l'admiration qu'elles avaient toujours eue pour elle. L'hypocrisie est arrivée comme une inondation, et Adan a vu tout cela se produire sans surprise. Leur a-t-elle pardonné? Pas complètement. Mais il n'a pas non plus laissé le ressentiment prendre de la place dans sa nouvelle vie. Elle savait qui était à ses côtés quand tout semblait perdu. Il savait qui restait et qui s'éloignait. Il savait que la noblesse ne réside pas dans le sang, l'or ou les couronnes, mais dans la manière dont on choisit de traiter les autres. Et au fond, elle savait que la vraie victoire ne consistait pas à se laisser exalter par ceux qui la méprisaient autrefois. La vraie victoire était du côté d'Udo, car, en fin de compte, c'est l'amour qui a gagné. Ni le pouvoir, ni la richesse, ni le destin fixé par les autres. L'amour. L'amour qui défiait tout ce qu'ils disaient était impossible. L'amour qui a résisté à la faim, au mépris, à l'humiliation. L'amour qui a prouvé qu'en fin de compte, la noblesse du cœur vaut plus que n'importe quelle couronne. Et maintenant, ils régnaient ensemble, non pas comme un roi et une reine qui viennent d'hériter d'un trône, mais comme deux âmes qui ont survécu au pire et ont pourtant choisi de marcher côte à côte. Car malgré tous les obstacles, leur amour n'a pas seulement survécu, il a gagné. Si cette histoire vous a fait ressentir quelque chose, que ce soit la colère contre ceux qui ont humilié Adan et Udo, le soulagement d'avoir gagné, ou même ces papillons dans le ventre de quelqu'un qui a vécu chaque instant avec eux, alors vous en faites déjà partie. Maintenant, si cette histoire vous a marqué, attendez de voir la suivante. Cette vidéo qui apparaît à l'écran vous emmènera dans une histoire qui fera briller vos yeux et votre cœur s'emballera, les mystères, le drame et la passion remettront en question tout ce que vous pensez de la vie et vous apprendront une leçon que vous n'oublierez jamais. Cliquez sur la vidéo et regardez cette histoire maintenant. Et laissez votre like et abonnez-vous pour continuer à voir des histoires passionnantes comme celle-ci.